Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un remède naturel qui est très populaire et qui bénéficie d'une énorme recherche scientifique actuellement pour ses diverses propriétés. Il s'agit du miel, mais dans un sens thérapeutique. Alors, il faut savoir qu'en fait, les remèdes naturels peuvent faire des merveilles dans le traitement des ulcères buccaux douloureux, de l'inflammation de l'estomac, des blessures et des infections. Lorsqu'il s'agit en fait de faire face à ces cas, le miel est un traitement éprouvé pour soulager les symptômes et soulager les patients, qu'ils soient jeunes d'ailleurs ou qu'ils soient vieux, pas de distinction. En fait, la consommation de miel a souvent un effet apaisant. Et en fait, le miel, qui est une forme de gâterie sucrée liée à notre enfance, a également plusieurs avantages notables pour la santé. Ses propriétés médicinales, en fait, incluent son utilisation comme agent antiseptique et antibactérien, mais aussi son utilisation peut être pour agir comme un remède naturel contre la toux. Donc là, il y a pas mal de publications qui ont été faites sur ce sujet. En même temps, cet ingrédient célèbre est appliqué pour la gestion des plaies chroniques et comme thérapie pour certaines infections. Alors notamment, il y a un miel que l'on connaît bien dans le milieu thérapeutique, il s'agit du miel de Manuka, qui est l'un des plus étudiés de nos jours par la communauté scientifique pour ses nombreux bienfaits. Il bénéficie donc d'un grand nombre d'études cliniques qui démontrent indiscutablement ses bénéfices pour la santé. Alors, petit résumé déjà pour vous dire un peu comment le miel est fabriqué. Et après, je vous dirai vraiment comment on peut, je dirais, l'utiliser au quotidien pour des problématiques diverses et variées au niveau de votre santé. Alors, concernant sa fabrication, alors, bien évidemment, en butinant de fleur en fleur, l'abeille butineuse va collecter le nectar qu'elle stocke dans son jabot. Donc, c'est une forme de réserve qu'elle a sur elle. Une fois de retour à la ruche, elle va régurgiter ce miel directement dans le jabot d'une abeille receveuse. Et à ce moment, le nectar va entrer en contact avec une enzyme avant d'être à nouveau régurgité dans les alvéoles de la ruche. Et justement, c'est là le grand secret, c'est la transformation du nectar en miel qui est important. L'enzyme agit sur le saccharose du nectar et le transforme en glucose et en fructose. Alors, comment choisir son miel? Quand vous êtes dans une grande surface, vous avez pléthore de choix, mais lequel choisir? Un miel est un produit qui est entièrement naturel à la base, résultant du seul travail des abeilles. Un bon miel est donc celui qui n'a subi aucune transformation. C'est pourquoi il est vraiment essentiel de s'arrêter sur sa composition et son origine. Alors vous allez voir justement dans le commerce, bien que des législations françaises et européennes garantissent un produit très contrôlé, vous allez voir qu'il existe de nos jours un grand nombre de fraudes sur le marché du miel. En France d'ailleurs, comme dans le reste du monde. Ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours vérifier l'étiquette de votre pot de miel afin d'éviter tout mélange de miel. Ou alors des miels dont l'origine est vague, tels que mélange de miel originaire de l'Union européenne, ou alors encore mélange de miel originaire de l'Union européenne et hors Union européenne. En fait, ces miels-là risquent d'avoir été adultérés avec de l'eau ou divers autres sucres artificiels. Adultéré veut dire modifié, voire dilué. Ou bien encore, ils risquent d'avoir été pasteurisés, ça veut dire on a tué les bactéries pour le rendre consommable, à une température qui est bien trop haute, environ 90 degrés. Or, il faut savoir qu'à partir de 40 degrés, le miel perd ses propriétés. N'oubliez pas d'ailleurs que la température de la ruche est à 38 degrés, ce n'est pas pour rien. Et par nature, le miel est aseptisé, pas de nécessité de le décontaminer. Chaque miel en fait a une texture différente et elle va dépendre essentiellement de la composition des fleurs qui ont été butinées par l'abeille. Par exemple, en fait, vous avez le miel de châtaignier qui est liquide, le miel du myrtille lui va être plus épais et le miel de ronce sera lui carrément cristallisé. Mais attention, tous les miels cristallisent avec l'âge au final. C'est le processus naturel de la vie d'un miel, bien que en fait chaque miel cristallise à sa manière, plus ou moins vite et plus ou moins fortement.
Ainsi, vous allez avoir par exemple le miel de framboisier qui va cristalliser rapidement et de manière grossière, alors qu'en fait le miel d'acacia, lui, restera toujours longtemps liquide. Alors maintenant, venons-en aux propriétés des miels. C'est ce qui nous intéresse. Quel usage on peut en faire pour le bénéfice de notre santé? Tout d'abord, il faut savoir que le miel peut avoir un intérêt pour les cloques et les ulcères douloureux de la bouche. En fait, la recherche suggère que le miel peut aider à réduire les cloques douloureuses chez les enfants atteints de gingivostomatite à herpès simplex. En fait, il faut savoir que cette gingivostomatite peut être causée par le virus de l'herpès et c'est une inflammation qui se manifeste au niveau des gencives et des lèvres, ce qui va endommager la peau et entraîner des ulcères de la bouche. L'un des premiers signes en fait de gingivostomatite à herpès simplex est lorsqu'en fait votre enfant refuse de manger parce que la mastication, le fait de mâcher, est devenue trop douloureuse. Alors, bien que cette maladie soit courante chez les enfants, il existe quand même un risque de déshydratation car le patient ou l'enfant ne boira ni ne mangera souvent. Alors, une fois que votre enfant a eu ses cloques et ses ulcères, il est fortement recommandé d'utiliser justement du miel comme une forme de rince-bouche en fait, car cela peut améliorer considérablement les capacités de consommation d'aliments et de boissons pour les enfants justement. Alors maintenant on va en venir à une seconde propriété qui est très intéressante. Il s'agit en fait du traitement de la mucite qui a été provoquée par des radiations lorsque les personnes vont en radiothérapie, notamment en cas de cancer. Et là, on trouve un intérêt tout particulier pour le miel pour permettre d'accompagner la personne en termes de confort. En fait, les patients atteints de cancer au niveau de la tête et du cou peuvent ressentir en fait une mucite comme un effet indésirable de la radiothérapie. Alors, c'est quoi une mucite? En fait, c'est une inflammation des muqueuses de l'estomac qui provoque des ulcères de l'estomac. Et en fait, de nombreuses études ont montré que l'utilisation du miel comme traitement oral peut atténuer les effets indésirables de la mucite radio-induite. Alors, la recherche en fait suggère que le miel peut retarder l'apparition de la mucite, notamment buccale. Il n'y a pas que l'estomac, il y a aussi au niveau de la bouche. La recherche confirme aussi que cela peut réduire considérablement la gravité de la douleur associée à la maladie. D'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite. Des patients ont reçu 20 ml de miel 3 fois par jour au cours de la radiothérapie pour atteindre les résultats souhaités. L'autre application directe du miel, au niveau, je dirais presque thérapeutique, en fait, c'est de combattre les infections de l'estomac. En fait, lorsque vous associez le miel à du thé vert ou du thé noir, le miel va pouvoir aider à traiter d'autres types d'affections de type gastrique, par exemple les infections causées par Helicobacter pylori. En fait, cette infection bactérienne provoque souvent une gastrite ou une inflammation de l'estomac, ou bien encore un ulcère gastro-duodénal et certains types de cancers de l'estomac lorsqu'on tarde trop à prendre en charge ce problème. Une étude de 2015 a révélé d'ailleurs que en fait, la consommation quotidienne de miel ou de thé vert ou de thé noir peut réduire la prévalence de l'infection à Helicobacter pylori. Donc l'idéal, je dirais même, c'est d'associer les deux, thé vert ou thé noir, avec le miel. Une quatrième application qui est fortement intéressante, ce sont les infections associées aux brûlures. Alors je crois que vous avez vu pas mal d'informations circuler, notamment au journal de 20 heures dans les grands médias. Le miel peut être utilisé dans le traitement des plaies et des brûlures. Alors, par rapport à la pelure de pommes de terre bouillie, qui est un remède, je dirais, traditionnel, la vinaigrette au miel est plus efficace pour couvrir les brûlures qui sont fraîches, avec une épaisseur partielle chez les patients. En fait, les brûlures ont guéri à 100% en 2 semaines après avoir été traitées avec du miel, contre 50% lorsqu'elles ont été traitées avec des pelures de pommes de terre bouillies. Ce qui est déjà pas mal, 50%.
Mais on a par contre une guérison totale avec le miel. Le miel est également efficace dans le traitement des brûlures au 2e degré par rapport aux crèmes anti-infectieuses à base de mafénide, qui est un actif chimique reconnu dans ce domaine-là. La recherche en fait suggère que la vinaigrette au miel peut guérir les brûlures de 84% au cours de la première semaine de traitement et de 100% au bout de 2 semaines. Il y a aussi une autre étude clinique randomisée menée en 2008 qui a comparé l'efficacité du miel d'un côté et une solution de sulfadiazine d'argent dans le traitement de 2 zones de brûlure superficielles à moins de 40% de la surface du corps chez plus de 150 sujets. Et en fait, le résultat, c'est que la cicatrisation totale n'a pris que 21 jours avec le miel contre 24 jours avec la solution d'argent. Donc on peut dire que c'est une efficacité au moins aussi bonne que l'argent, voire meilleure. Et il faut savoir que 6 patients avaient encore la présence de certaines bactéries pathogènes sur la zone régénérée au miel, contre 27 patients sur la zone traitée par l'argent. Donc on voit quand même un effet antibactérien beaucoup plus fort avec le miel comparé à l'argent. Enfin, une autre propriété intéressante, c'est l'effet sur l'ablation intestinale. Donc lorsque les personnes se font enlever un bout de leur intestin, la prise orale de miel, qui en fait peut être associée à la glutamine, qui est un acide aminé, a des effets thérapeutiques potentiels sur les patients ayant subi une ablation de l'intestin grêle. Une étude de 2008 a révélé en fait que les sujets animaux qui avaient une ablation de l'intestin grêle ont montré une augmentation significative de leur longueur résiduelle brute de l'intestin ainsi qu'une amélioration de l'état de leur muqueuse intestinale. Donc en fait, ces études prouvent que le miel peut être un bon remède naturel à explorer par les personnes souffrant soit d'inflammation, soit de brûlure, ou bien encore d'infection. Voilà, donc maintenant, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas consommer de miel, mais par contre, quand vous allez l'acheter, regardez toujours les étiquettes, car malheureusement, le miel fait l'objet d'un grand intérêt de la part de personnes opportunistes et spéculatives. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!